Mesdames, Messieurs les ministres panélistes, chers participants, distingués invités en vos rangs, qualités, grades, tout protocole observé. Considérant le thème du présent atelier, le chiffre 14 a porté bonheur par 2 fois au Mali au cours de cette transition rectifiée. Le 14 janvier 2022, une communion sans précédent a réuni le peuple malien et ses autorités à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali, une déclaration d'amour sans embâche au Mali pour revendiquer le respect de sa souveraineté, de ses choix stratégiques et de ses intérêts. Moins de 2 ans plus tard, le 14 novembre 2023, nos braves femmes réussissent l'exploit, ce que les forces étrangères successives, avec tout l'arsenal, les moyens humains et logistiques installés au Mali depuis plus d'une décennie, n'ont pu accomplir, la reprise de Kidal. Plus que des symboles, ces 2 événements marquent une renaissance historique qui remet à l'endroit, dans les faits, la souveraineté du Mali sur l'ensemble de notre territoire. Les thèmes abordés durant ces ateliers sont d'une grande pertinence pour notre nation. Nous parlerons de la souveraineté territoriale, une question essentielle dans notre contexte qui inclut la défense, la sécurité et l'administration. Nous aborderons la souveraineté politique et diplomatique, cruciale pour affirmer notre place dans le monde et défendre nos valeurs et principes sur la scène internationale, notamment à travers notre diplomatie culturelle et la nouvelle confédération des États du Sahel. Enfin, nous explorerons la souveraineté économique, indispensable pour que notre nation puisse contrôler ses ressources, renforcer son indépendance financière et construire un tissu économique dynamique et résilient. Pour échanger sur ces questions fondamentales pour le Mali, 5 ministres ont bien voulu se prêter à cet exercice pour nous entretenir de ce thème dans le cadre d'un panel que nous avons voulu unique. En premier lieu, nous aurons pour nous entretenir de la souveraineté territoriale le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Merci infiniment pour cet honneur, ce privilège que nous avons de nous prononcer cet après-midi, 14 novembre 2024, sur des questions de souveraineté. Date éminemment symbolique, bien entendu, pour notre pays, pour beaucoup de raisons. C'est un tournant majeur, le 14 novembre 2023, donc c'est la reprise des emprises de Kidal, pas que, bien entendu, et d'autres emprises. Donc forcément, en tant que ministre de l'administration territoriale, c'est tout un symbole, pour la simple raison que juste quelques jours après le 14 novembre, donc le 22 novembre 2023, il y a un nouveau gouverneur qui a été nommé à Kidal, la personne du général de division Eladji Gamou. Donc pour nous, c'est vraiment tout un symbole. Encore hier, donc 13 novembre 2024, un autre symbole, un premier groupe d'enseignants a pu rejoindre Kidal, bien entendu, pour offrir les mêmes chances et les mêmes cours dont profitent les autres enfants dans notre pays. Et juste quelques semaines après la rentrée officielle, rentrée des classes au Mali. Pour aller très rapidement, je voudrais opter peut-être pour la méthodologie suivante, partant bien entendu de la définition pas la définition, mais la composition d'un État. On sait de manière classique que l'État est composé de 3 grands paramètres. D'abord un territoire, une population et une organisation politique. Pour être beaucoup plus précise, une organisation administrative et juridique. Et si on prend bien entendu ces 3 paramètres, forcément, je pense que chacun des paramètres intéresse le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je commencerai volontiers par le territoire qui est, bien entendu, qui a un lien d'abord avec nos attributions, mais également qui a un lien très important quand on parle du Mali, pour la simple raison que tout part d'une crise. Avant de parler, bien entendu, des questions de réforme et des avancées et des acquis dans le cadre de la refondation, je voudrais peut-être revenir un peu sur la genèse. Il y a toujours forcément un point de départ. En ce qui nous concerne, le point de départ, bien entendu, vous savez, c'est la crise de 2012. Malheureusement, nous avons perdu plus de la moitié de notre territoire, entre 60 et 70%. Pour un pays comme le Mali, c'est vraiment un traumatisme. En tout cas, pour ceux qui sont plus âgés que nous, je pense que de l'indépendance jusqu'à 2012, on n'a jamais vécu un traumatisme aussi grave, en tout cas sur le plan sécuritaire, pour notre pays. Se réveiller un jour, vous imaginez le danger, et de s'assurer qu'on n'a plus le contrôle de plus de la moitié de son territoire. Donc c'est vraiment un traumatisme. Le deuxième aspect lié au territoire, c'est les aspects
juridique. Il vous souviendra qu'en mars 2012, donc précisément le 2 mars 2012, il y a deux lois très importantes qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Donc les références, c'est la loi numéro 2012-017 portant en création des circonscriptions administratives au Mali et la loi numéro 2012-018 du 2 mars 2012 portant en création des cercles et des arrondissements de certaines régions. Mais je reviendrai bien entendu sur ces deux lois. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on remarque? En 2012, donc le 2 mars 2012, dans la première loi, on remarque que nous passons des 8 régions que le Mali, bien entendu, se connaissait, pour avoir 19 régions. Vous savez, mathématiquement, pour notre pays, c'est une augmentation de 137%. Donc, quand on passe de 8 à 19 régions, vous voyez, subitement, on adopte une loi, plus le district de Bamako, bien entendu, et on passe de 8 à 19 régions. Et la loi suivante, c'est-à-dire la loi numéro 2012-018 du 2 mars 2012, donc le même jour, on adopte une autre loi qui détermine les cercles et les arrondissements de 5 régions. Et précisément les cercles et les arrondissements des régions de Tombouctou, de Taoudini, de Gao, de Minaka et de Kidal. Et sur le plan juridique, qu'est-ce que cela veut dire? En tout cas, manifestement et visiblement, il y a de la discrimination. Et lorsqu'on crée dans une loi 19 régions plus le district de Bamako, et que dans cette loi, il est précisé que les cercles et les arrondissements donc, de ces 19 régions seront déterminés par la loi, et que dans la loi suivante, on adopte une autre loi pour déterminer les cercles et les arrondissements de 5 régions. Donc il y a, comme je dis, il y a de la discrimination. Je pense que juridiquement, une discrimination résulte de deux situations. Lorsqu'on applique une même règle à des situations différentes, lorsque face à des situations différentes, on applique des règles différentes. Dans le cas d'espèce, donc nous avons une loi qui crée 19 régions plus le district de Bamako, et la loi suivante, on règle le problème de quelques régions et le reste des régions, bon, ça on laissé de côté. Si on veut être beaucoup plus précise, c'est tout simplement fait du séparatisme consacré juridiquement. Si on doit régler, ce que précise la loi, on doit régler le sort de l'ensemble des 19 régions de la même manière. Donc voici un peu, en tout cas, le point de départ. La mission de la transition, dans les feuilles de route issues des concertations de 2020, je pense que le mot est très important, c'était justement de parachever cette réorganisation. Comme je dis, des régions ont été créées. Si les régions ont été créées, c'est vrai que, comme on dit, on a 19 régions, mais tant qu'on ne détermine pas les cercles et les arrondissements, donc les circonscriptions administratives de ces régions, il est impossible de les rendre opérationnels. Donc, d'où justement la mission, qui a toujours été la mission de la transition, de parachever la réorganisation territoriale qui a commencé en 2012. Donc vous comprendrez jusqu'en 2022, il y avait une paralysie de fait. Parce qu'on avait des régions qui avaient été créées juridiquement, mais sur le plan pratique, ces régions n'étaient pas opérationnelles. De manière encore beaucoup plus précise, en tout cas sur le plan administratif, je suis mal placé, bien entendu, pour donner ici un cours de droit administratif, surtout un après-midi. Mais on sait que lorsqu'on nomme des cadres, il y a forcément les compétences qui jouent, la notion de compétence. Les compétences de lieu, les compétences d'attribution, les compétences de temps. Pour ne pas les reprendre, bien entendu, en latin. Mais je crois que les juristes ici qui sont dans cette salle comprendront parfaitement de quoi je parle. Donc vous imaginez un pays dans lequel des régions sont créées, donc juridiquement, mais matériellement, il est impossible de les représenter et de les visualiser. Donc le problème de carte se pose forcément, et même le problème au-delà même des aspects de compétences, des problèmes juridiques. Je donne un exemple. Jusqu'en 2023, donc le 13 mars 2023, date à laquelle ces lois ont été, donc les nouvelles lois ont été promulguées par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, forcément, pendant tout ce temps, il était impossible, comme je l'ai dit, de déterminer avec exactitude ces nouvelles régions. Quand vous prenez la région de Bougouni, on sait que sur le plan juridique, Bougouni est une région, mais à partir du moment où on ne peut pas déterminer les cercles et les arrondissements de Bougouni, donc forcément, il est impossible, disons, d'éliminer des activités. Mais je pense que quelque part, ça peut même poser et surtout mettre en danger les actes administratifs ou juridiques, disons, adoptés et pris par
par les différentes autorités. Je vous donne un exemple. S'il y a un gouverneur à Bougouni, un gouverneur à Sigasso, vous imaginez un peu à quel sein devra se vouer le citoyen. D'autant plus que, comme je l'ai dit, Bougouni, matériellement, en tout cas de manière très effective, n'était pas encore une région. Et c'est valable, bien entendu, pour l'ensemble des régions. Donc voilà un peu toute la difficulté qu'on avait. Mais même sur le plan du symbole, on parle de souveraineté, c'est très important. Il faudrait quand même dire que de 2012 jusqu'en 2023, on était pratiquement le seul pays au monde, personnellement je n'en connais pas deux, qui ne connaissaient pas ses frontières intérieures. Et lorsqu'on crée un pays, le pays est supposé connaître à la fois ses frontières extérieures, donc les limites que nous avons avec les pays voisins, nous le connaissons, c'est les 7 pays, mais également l'impossibilité pour nous de connaître nos frontières intérieures. Tant qu'on ne détermine pas les cercles et les arrondissements de ces nouvelles régions, il était pour nous impossible de connaître nos frontières intérieures. Donc en termes de symboles et d'image pour le pays, je pense que honnêtement, on n'était pas du tout du bon côté. Mais Dieu merci, depuis le 13 mars 2023, suite à la promulgation d'un ensemble de lois par le chef de l'État, c'est vraiment des mauvais souvenirs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir donc les 19 régions, plus le district de Bamako, 159 cercles, 481 arrondissements, 815 communes et 12 631 villages, fractions et quartiers. Voici un peu ce que représente le Mali aujourd'hui. Vous comprendrez l'effort qui a été fourni. Comme je l'ai dit, nous avons trouvé un dossier sur la table qui était un dossier extrêmement passionnel, découpage administratif, des régions créées en 2012 jusqu'en 2022. Le travail n'était pas achevé. Donc notre mission, c'était de le parachever. Je pense que depuis le début de la transition, de 2022 jusqu'au 13 mars 2023, nous avons tenté autant que faire se peut de nous évertuer à sortir notre pays de cette situation. Je pense que c'est vraiment le lieu de remercier pas seulement mes collaborateurs du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, mais surtout le chef de l'État pour sa détermination avec laquelle il a accepté de porter la responsabilité de promulguer ces lois, mais qui nous a également permis vraiment de sortir notre pays d'une situation incongrue. Comme je dis, on était le seul pays au monde qui ne connaissait pas ses frontières intérieures. Mais je dois également saluer l'effort et la détermination du Conseil national de transition, en particulier la commission d'administration territoriale, qui a abattu un travail colossal. Évidemment, en le faisant, nous avons essayé de déterminer un certain nombre de critères. Ce n'était pas par passion, les critères de viabilité, les critères de population, superficie, également des critères de compensation. Il faut le dire. La compensation, pour quelle raison? Je pense que c'était pratiquement le seul critère, le nouveau critère. Quand vous regardez, c'est-à-dire que dans la création de ces nouvelles régions, donc on avait, comme je dis, les 8 régions, pratiquement, toutes les régions ont été scindées en 2 ou en 3 pour créer les nouvelles régions, sauf une seule région qui est la région de Kidal. Donc il fallait trouver un moyen de compenser cela. Je pense que nous avons tenté de le faire. Mais il faut aussi le dire, parce que quand on parle de souveraineté, il y a quelque part des droits et des responsabilités. Si on avait un choix à faire, je pense que ça a été, je le dis, mais comme je dis, pas en tant que ministre, honnêtement, ce n'est pas non plus pour jeter l'eau propre sur quiconque que ce soit, mais je pense que c'est dangereux d'impliquer les populations dans les questions de découpage administratif. Je pense qu'on n'a jamais demandé à quelqu'un, ici au Mali, de savoir si Gao devrait être une région. Et personne n'aura à l'esprit d'aller voir le chef d'état-major général des armées ou le ministre de la Défense pour savoir si tel ou tel endroit de notre pays doit être une région militaire. En fait, c'est l'autorité qui estime, en vue justement de renforcer le maillage, donc rapprocher l'administration des usagers, qui fait un découpage. Mais comme je dis, on a trouvé un processus hautement passionnel sur la table. En 2018, il y a eu ce qu'on appelle des concertations. Vous imaginez? Si vous partez, vous me demandez, bon, je suis originaire de Taoussa, si vous me posez la question, si Taoussa doit être un cercle ou une région, je vous dirais, mais Taoussa doit être une région, c'est tout à fait normal. Voici un peu souvent c'est le danger, en fait, de tout simplement essayer de ne pas faire les choses de manière orthodoxe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas impliquer les populations dans la prise de décision. Ce que je dis, c'est toujours dangereux d'impliquer les populations dans les questions de découpage administratif. Je ne parle pas de création de communes. Quand on parle de communes, il s'agit de collectivités territoriales. Forcément, des villages peuvent décider de se mettre ensemble pour constituer une commune. Mais là, on parle d'administration. On
Quand on parle d'administration, donc ce qui compte, c'est la prise en compte de l'intérêt général, qui n'est pas du tout la sommation des intérêts particuliers. Voilà un peu ce sur quoi je voulais insister. Donc, comme je dis, il y a des critères, mais il y a aussi des défis. Et vous vous souviendrez que j'ai évoqué la variation. Quand on passe de 8 à 19 régions, vous ne pouvez pas imaginer, honnêtement, toutes les sueurs froides que nous avons eues avec le ministre de l'économie et des finances pour nous coincer. Et quand on crée forcément des régions, mais comme je dis, nous avons hérité d'une situation, on ne peut pas revenir en arrière, ça n'a pas de sens. Vous imaginez sortir et dire aux populations qu'on va revenir sur cette loi de 2012 qui crée les nouvelles régions. Personne, bien sûr, on ne nous aurait pas suivis. Qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, en tout cas la première mesure, nous avons essayé de limiter les dégâts. Limiter les dégâts, nous avons supprimé la collectivité cercle. Dans notre pays, on avait 3 niveaux de collectivité, les communes, les cercles et les régions. Donc nous avons supprimé un niveau de collectivité cercle pour justement essayer de réduire un peu les dépenses. L'autre aspect que nous avons essayé de faire, dans le cadre de, donc cette fois-ci, d'assumer la puissance et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. J'ai parlé ici tantôt de la perte de plus de la moitié de notre territoire national, donc forcément, parmi les missions, en tout cas de la transition aussi bien dans les feuilles de route que dans le programme d'action gouvernementale, cette fois-ci, il fallait envisager le retour de l'administration et les services sociaux de base. Pour le faire, il n'y avait on n'avait pas assez d'alternatives, pour être honnête avec vous, pour la simple raison qu'il fallait maintenant trouver des hommes. On a créé des régions, les cercles, bien entendu, juridiquement, tout cela existe, mais comment les animer? Si on veut suivre la procédure normale de nomination de sous-préfet ou de préfet, le nombre de sous-préfets que nous avons par an, donc des sortants de l'ENA, dépasse rarement 20. Ça, c'est pour être généreux. Donc vous imaginez, à ce rythme, forcément, il aurait été impossible pour nous d'occuper cet espace. Sans la présence de l'administration des représentants de l'État sur le terrain, vous pouvez être sûr qu'aucune autre activité gouvernementale ne sera possible. Ce n'est pas qu'il relève du ministère de l'administration, nous assurons bien entendu la tutelle, mais je pense que la mission du représentant de l'État, c'est de représenter effectivement l'ensemble des membres du gouvernement. Donc lorsqu'un représentant de l'État est sur le terrain, vous pouvez être sûr qu'il a la disposition, bien entendu, de l'ensemble des membres du gouvernement. La solution pour laquelle nous avons opté, bien entendu, c'était de trouver un modus vivendi avec les forces de défense et de sécurité, bien entendu, c'est sous le leadership du chef de l'État. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons opéré une vaste nomination de représentants de l'État. Quand on voit un peu dans les décisions du Conseil des ministres, ne soyez pas surpris à chaque fois de voir des centaines et des centaines de militaires, de policiers qui sont nommés comme représentants de l'État. C'est justement pour éviter le vide. Comme je le dis, nous sommes sortis d'une situation incongrue. Aujourd'hui, juridiquement, toutes les régions sont opérationnelles, mais le troisième paramètre, il faut les occuper. Et dans cette occupation, comme je l'ai dit, on ne peut pas compter que sur les représentants de l'État et administrateurs civils. Il fallait trouver une autre solution qui a été de nommer massivement des membres, éléments issus des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas les postes, plus de postes vacants, donc les représentants de l'État sont nommés sur l'ensemble du territoire national, dans tous les cercles et tous les arrondissements. L'autre aspect pour pallier justement aux difficultés, donc le manque de moyens, suite à l'insécurité, malheureusement, les représentants de l'État ont été pris à partie ciblés par les groupes terroristes. Malheureusement, à beaucoup d'endroits, les infrastructures ont été détruites par les groupes terroristes. La solution pour laquelle nous avons opté, c'est de permettre aux représentants de l'État, en particulier les éléments des forces de défense et de sécurité, d'être hébergés dans des positions FAMA, mais de continuer à exercer, bien entendu, leur rôle de représentant de l'État dans ces positions. C'est un peu pour résumer l'aspect territoire. Mais comme je dis, je me réfère toujours aux différentes composantes d'un État, territoire, population, organisation administrative et juridique. Enfin, je passerai bien entendu, avec votre permission, la deuxième partie de cette présentation, la population. Je pense que nous avons tous suivi la prise en otage de notre base de données RAVEC. Je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes sortis. Nous avons notre propre système de données, qui est le système Mali Pro. Donc il n'y a plus de prise d'otage, vous comprendrez bien entendu. Vous savez, ça peut arriver, on peut se tromper de bonne foi. Le système qu'on avait, malheureusement, on ne le contrôlait pas. On avait un système, on n'avait pas les clés d'accès, donc forcément c'est d'autres partenaires qui contrôlaient notre base de données population.
Et si vous regardez un peu le paramétrage des informations qu'on a dans la base de données RAVEC, on a le nom, bien entendu, le prénom de l'individu, sa date de naissance, on a le nom de ses deux parents, donc de son père et de sa mère. Vous imaginez un peu, lorsque toutes ces informations sont contrôlées par un partenaire étranger au XXIe siècle, nous faisons vraiment face à la guerre de l'information, vous imaginez un peu en termes de souveraineté, donc forcément, nous avons pris un coup. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons notre propre système que nous contrôlons entièrement. Dernière présentation, en tout cas de partie de ma présentation, Madame le ministre pourrait dans les 5 minutes, ça c'est l'aspect population, organisation politique et administrative. Comme je dis, on est toujours dans les 3 composantes de l'État, donc territoire, la population, j'en ai parlé, il reste l'organisation administrative et juridique, c'est tout simplement la valorisation de nos légitimités traditionnelles. Aujourd'hui, nous avons les chefs de village, de fraction et du quartier, qui sont d'abord consacrés dans notre constitution, bien entendu, des rôles éminemment valorisés, mais plus concrètement sur le terrain, vous vous souviendrez que le chef de l'État, en juillet 2022, a décidé de remettre des insignes, bien entendu, des attestations. Donc ce travail est en cours. Depuis le 11 novembre 2023, il y a cette journée décrétée comme journée de légitimité traditionnelle. Donc cette valorisation, justement, permet de renforcer l'État. Là où il n'y a pas de représentant de l'État, en tout cas, on aura toujours la chance d'avoir un chef de village, de fraction ou de quartier qui constitue toujours des relais des représentants de l'État qui sont chargés, comme les représentants de l'État, de veiller à l'application des lois et jouent un rôle éminemment important en matière d'ordre public. Bien entendu, et c'est également le courroie entre l'administration et les populations. Merci de votre très aimable attention. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, nous savons que vous avez procédé à un découpage, un nouveau découpage, je dirais. Est-ce que vous avez tenu compte de nos histoires, de nos réalités et des défis auxquels nous sommes confrontés? Nous avons tenu compte. Également, le vivre ensemble, il y a beaucoup de choses. Vous n'allez pas mettre les Dogons et les Sorins dans le même espace, pour beaucoup de raisons. Pour la simple raison que nous les dominons. Mais, comme vous le dites, en fait, on en a tenu compte. Mais le plus important pour nous, on sait qu'il y a une forte dimension passionnelle. Nous savons également qu'il y a des revendications et des doléances ici et là. Mais comme j'ai dit, la priorité pour nous, c'était vraiment de sortir notre pays d'une situation incongrue pour la simple raison que ce n'est pas normal qu'un pays comme le Mali ne puisse pas connaître ses frontières intérieures. C'était vraiment la dimension la plus importante. Mais les critères existent. Mais nous savons également qu'il y a c'est un travail humain, il y a des imperfections, bien entendu. Il y a des doléances. Mais nous allons essayer, bien entendu, au fur et à mesure, d'essayer de les intégrer, de les comprendre. Et le moment venu, c'est de les prendre en charge. La difficulté que nous avons aujourd'hui, qui est une réalité, comme je dis, vous savez, quand on passe on a une explosion exponentielle comme ça de régions, de 8 à 19, soyez sûr qu'avec la création donc de cercles et des arrondissements, il doit y avoir normalement des services déconcentrés dans tous ces cercles et tous ces arrondissements. Il peut y avoir ces difficultés-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens et les possibilités d'avoir des services déconcentrés, donc de l'ensemble, des membres du gouvernement, c'est dans ces régions. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a les moyens, à l'instant T, d'avoir des directions régionales dans les 19 régions? Il peut y avoir, bien entendu, ce genre de difficultés. Mais comme je dis, on est obligé d'aller petit à petit en tenant compte de nos ressources. Peut-être qu'en matière de transport, peut-être que jusqu'à présent, Bougouni peut dépendre de ce cas. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, à Bougouni, vous avez un gouverneur, vous avez son cabinet. Donc, dit que Bougouni est géré par le SECAS, honnêtement, je ne pense pas que ce soit tellement le cas. Mais il y a toujours des arrangements, comme je dis, qui est des passerelles et des voies de communication entre les différents services déconcentrés de l'État. Quand vous dites qu'il y a des cercles, normalement, un cercle, il doit avoir un certain nombre d'infrastructures. Mais est-ce qu'on est capable de les avoir à l'instant T tout de suite? Mais comme je dis, pour nous, le plus important, c'était vraiment de sortir notre pays d'une situation incongrue. Quand vous regardez, c'est-à-dire depuis la création donc, de Bougouni en 2012, jusqu'en mars 2023, la carte du Mali, pour ceux qui le savent, c'était ces régions. Il était impossible de montrer Bougouni sur cette carte. Pour la simple raison qu'on ne connaissait pas les cercles et les arrondissements. Aujourd'hui, vous avez Bougouni sur une carte, je pense qu'en termes d'image et de symbole, c'est déjà un pas très, très important. La question de monsieur, la communication, bien entendu, je crois que en tant que porte-parole, je peux me permettre de l'évoquer, vous avez raison. Mais je pense que c'est un effort inclusif et global. Le gouvernement communique, mais
je pense que nous n'avons pas le monopole de la communication. Et chaque fois, nous invitons bien entendu les partis politiques, les acteurs de la société civile de nous aider à relayer, en tout cas, le message. Le fait que vous soyez là cet après-midi, justement dans le cadre des attributions de Madame le ministre délégué, est un élément de communication. Parce que nous venons justement pour expliquer, mais nous comptons également pour vous, sur vous, pour justement relayer le message à ceux qui n'ont pas pu rejoindre cette salle cet après-midi. La dernière question, la question de la carte d'identité biométrique. Je pense qu'il est important de préciser, la carte d'identité biométrique n'est pas un produit du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous, notre intérêt, c'est le NINA. Vous avez une loi sur le NINA, numéro d'identification nationale. Aujourd'hui, si vous regardez le passeport, vous avez un numéro NINA. Si vous regardez la carte d'identité biométrique, vous avez le numéro NINA. Et conformément à la loi, c'est un numéro qui doit être porté sur tous les documents administratifs. Notre prérogative se limite à ce niveau-là. La pièce d'identité relève des prérogatives du ministère de la Sécurité. Mais nous les accompagnons bien entendu dans les questions de distribution de cette carte d'identité biométrique. Vous avez posé la question où se trouve la carte d'identité biométrique. C'est un processus. Mais je pense que le plus important, c'est de savoir d'où nous venons. Mais je tiens vraiment à le dire, c'est vrai qu'on ne le perçoit pas souvent. Retenez que le Mali est un pays en guerre. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de déclaration de guerre, c'est tout à fait normal, mais nous sommes un pays en guerre. Donc considérez que lorsqu'on est un pays en guerre, forcément il y a des sacrifices à faire. Je crois qu'économiquement, quand on parle de sacrifices, il y a des choix. Il y a des choix prioritaires. Dans ce processus de distribution de cartes d'identité, forcément, on doit tenir compte de l'achat d'équipements militaires et autres. Ça peut bousculer un peu le calendrier, il peut y avoir des difficultés. Mais soyez sûr que la vision politique aujourd'hui, c'est de doter tous les Maliens d'une carte d'identité biométrique et ce processus est en cours. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir bien entendu des obstacles, mais je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place par le ministère de la Sécurité, en partenariat bien entendu avec le ministère de l'Administration. Comme je dis, nous les appuyons dans la distribution. Il y a des numéros gratuits, mais souvent la difficulté vient du fait que, quelque part, nous avons même des fois poussé les opérateurs à appeler les différents usagers. Des fois, les réponses que nous avons, vous savez, on appelle souvent certaines personnes qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller chercher leur carte parce qu'ils ont un mariage. Vous savez de qui je parle. Mais c'est juste pour vous dire en fait quelles sont les difficultés. Mais soyez sûr que c'est un processus qui est en cours. Plus nous allons avancer dans la distribution de la carte d'identité biométrique, plus forcément la carte en papier que nous avons est appelée à disparaître. Donc vraiment, nous demandons d'être patients et indulgents. C'est un processus en cours, mais je suis sûr que dans quelques années, toutes ces difficultés seront un mauvais souvenir. Merci beaucoup.